Alors Magali Léo est membre donc de l'association Rénalou. Bonjour Magali, et vous êtes également membre de la mission interministérielle sur la régulation et le financement des produits de santé, une mission donc qui a été confiée par donc la Première ministre Elisabeth Borne à 6 personnalités qualifiées dont vous faites partie. Je vous passe tout de suite la parole donc pour cette ouverture sur la prospective et là aussi sur le rôle des associations de patients dans l'évolution de notre système de santé. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors, je ne peux pas être présente aujourd'hui et je le regrette bien, mais le cœur y est, sincèrement. Et je remercie les organisateurs de cette 16e édition du Forum Patient Pfizer de m'avoir proposé cette intervention à distance pour vous dire quelques mots de la régulation sur le financement, la régulation et le financement des produits de santé, dont le rapport a été rendu public cet été. J'en profite pour saluer les représentants associatifs dans la salle ou qui sont connectés, mes amis et pour certains mes compagnons de route depuis de nombreuses années. Alors en janvier dernier, en effet, débutaient les travaux de cette mission qui a été mise en place par Madame la Première ministre avec une commande très large et un enjeu, celui de garantir l'égal accès des patients aux meilleurs soins dans un contexte où chaque euro compte et dans lequel nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous adapter à une ère nouvelle marquée par l'évolution de plusieurs paramètres que vous connaissez tous, les paramètres industriels, technologiques, épidémiologiques, écologiques, sociaux, médicaux, mais aussi démocratiques et géopolitiques. Alors, cette mission s'inscrivait dans un contexte particulier avec voilà, plusieurs éléments. J'en rappelle quelques-uns. Euh, un climat de crise, tout d'abord, qui opposait les pouvoirs publics aux industriels autour de l'épineuse question de la clause de sauvegarde, qui, sans entrer dans les détails techniques, car c'est un sujet extrêmement complexe, cette clause de sauvegarde a progressivement évolué pour devenir autre chose qu'un outil subsidiaire de régulation des dépenses de santé. Et effectivement, ça a cristallisé un certain nombre de tensions avec les industriels à l'occasion de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Un contexte marqué également par de fortes inquiétudes des patients, des associations qui les représentent, quant à l'accès aux produits de santé, qu'il s'agisse de produits matures, hein, des produits anciens, ou innovants. Alors les produits matures qui sont frappés par de nombreuses pénuries, mais également donc, les médicaments innovants, et ce, malgré le dispositif de l'accès précoce ou compassionnel. Un contexte également marqué par des dépenses qui progressent rapidement et posent la question, à court ou à moyen terme, de la soutenabilité financière. Alors, ce contexte particulier ne doit néanmoins pas nous faire oublier les atouts incomparables de notre système de santé, qui, ça a été rappelé dans le rapport, mais nous le savons tous, hein, notre système de santé qui peut compter, même si c'est imparfait, sur une sécurité sociale qui fonctionne, en qui les assurés ont confiance, sur un régime des affections de longue durée qui nous protège tous de manière évidente, un flot d'innovations prometteuses et accessibles, mais aussi une masse de données de santé qui ne demandent qu'à être mieux exploitées. Et c'est probablement assez typique de notre pays. Alors, notre rapport a été remis le 29 août dernier. Il est l'aboutissement de plus de 150 auditions, 170 même au total, du croisement de plusieurs points de vue et d'une volonté partagée de proposer des pistes fondées sur une analyse des forces et des faiblesses d'un système dont certains disent qu'il est à bout de souffle, et je partage ce constat, nous partageons dans la mission, qui doit maintenant se regarder en face pour prendre de nouvelles directions. Alors, très vite, lors des échanges intermédiaires avec les cabinets, et sans trahir de secret, puisque nous avons eu des échanges tout au long de ces mois de travail, nous avons compris qu'il ne serait pas question d'un ONDAM à 15%, ni même à 10%, ni même à 5%. Entre les membres de la mission, nous en avons rapidement conclu qu'il s'agissait de faire entrer l'édredon dans la valise, de faire mieux dans une enveloppe contrainte qui, qu'on le regrette ou non, n'évolue pas au rythme des besoins croissants d'une population vieillissante où les maladies chroniques concernent à peu près aujourd'hui 20 millions de personnes et où les innovations ont un prix. Alors, dans le même temps, les cabinets nous ont invités, dans les moments de doute, car il y en a eu, à ne pas intérioriser leurs contraintes. Du réalisme, du pragmatisme, certes, mais de nouvelles approches étaient attendues.
Alors, est-ce que cela a été facile? Non, pas du tout. Est-ce que les patients en ont tiré un bénéfice? L'avenir nous le dira, mais j'ai une certitude. Ce travail aura non seulement permis de mettre à jour les enjeux et les contraintes auxquelles nous devons collectivement faire face, mais il confirme également que des solutions sont à portée de main. Alors, pendant ces mois de travail, la protection de l'intérêt des patients a été ma seule obsession. Est-ce que mon engagement a payé? Je le crois, même si, bien sûr, le rapport n'aurait pas été écrit de la même façon si j'avais été seule ou entourée d'autres experts associatifs. Mais on ne propose pas de pistes acceptables partout si elles sont pensées dans un autre soi. C'est finalement en tutoyant les limites de chacun que nous sommes parvenus à faire des propositions les plus constructives possibles qui entrent dans le champ d'un possible relativement immédiat. Alors, le New Deal que nous proposons repose sur des convictions clés, des actes forts, une approche pluriannuelle et des réformes courageuses. Un New Deal car les propositions supposent un engagement de la part de toutes les parties, les industriels bien sûr, mais aussi les professionnels de santé, ainsi qu'une sensibilisation accrue des patients sur les enjeux liés à la consommation des produits de santé remboursables. Alors, 12 convictions que nous avons partagées assez tôt dans le cadre de la mission. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, juste quelques-unes. Tout d'abord, l'accès des patients à tous les produits de santé dont ils ont besoin, dont les produits innovants, doit être un objectif majeur de la régulation. Ensuite, le respect des bonnes pratiques des sociétés savantes, de la haute autorité de santé, les approches par parcours ou encore la prévention sont des leviers pour maîtriser les volumes et les coûts. Autre conviction, l'innovation en général et les données de santé en particulier sont clés pour retrouver des marges financières, donc une maîtrise des coûts et des volumes. Toute nouvelle régulation doit par ailleurs intégrer le défi environnemental. Nous avons consacré un certain nombre de propositions sur les enjeux liés à l'environnement et à l'impératif de décarbonation. Et puis, autre conviction, c'est celle de travailler de façon plus coopérative, public, privé, patient, industriel, professionnel de santé, établissement de soins, Europe, évidemment. Et cet objectif est absolument incontournable. Alors, nos propositions sont classées en 8 catégories pour celles et ceux qui ont parcouru le rapport, vous le savez, 63 mesures, 8 catégories de mesures. Rapidement, il s'agit donc de recaler les paramètres financiers dans le cadre d'un New Deal, agir sur les volumes, la qualité, la pertinence des prescriptions et des choix thérapeutiques. Plusieurs propositions portent sur ce thème. Retrouver de nouvelles marges financières et de nouveaux leviers sans dégrader la qualité, bien sûr. Prendre en compte les enjeux environnementaux dans la régulation, nous en parlions à l'instant. Des évaluations et des fixations de prix des produits de santé plus dynamiques et plus proches de la vie réelle, absolument clé dans l'esprit de la mission. Apporter des solutions à des problèmes réglementaires spécifiques. On a effectivement la possibilité de lever des contraintes réglementaires assez facilement, pour peu qu'il y ait un peu de volonté, qui n'appelle pas forcément une loi. Il ne faut pas tarder. Nous avons identifié un certain nombre de problématiques. Mieux anticiper l'avenir, notamment grâce à des programmes de recherche et des approches de value-based healthcare. Et puis, l'organisation de l'État et la gouvernance adaptée aux enjeux. Alors, sur les enjeux financiers, le besoin d'une approche globale et ambitieuse qui intègre les prescripteurs et les patients, plusieurs, euh, plusieurs éléments. Premièrement, les produits de santé sont un facteur déterminant du progrès médical des dernières années. Nous avons gagné 10 ans d'espérance de vie en 50 ans, et puis nous avons obtenu évidemment des améliorations majeures de la vie des patients, de la qualité de vie des patients malades chroniques. Ensuite, nous avons la conviction que la maîtrise des coûts des produits de santé est indissociable du travail sur les parcours de soins et l'organisation des soins. Certains enjeux de société des produits de santé sont par ailleurs sous-estimés. Par exemple, l'impact environnemental, les conséquences du gaspillage, les problèmes d'antibiorésistance, le danger de la polymédication, de la iatrogénie, etc. Nous savons aussi que les produits de santé peuvent fortement contribuer à la maîtrise des dépenses de santé. On pense par exemple au développement des tests type TROD et plus généralement de certains autres tests de diagnostic, les logiciels d'aide à la prescription, les médicaments sous forme orale, la diminution des accidents médicaux grâce au numérique notamment, la médecine prédictive et personnalité, etc.
Il existe également des marges financières par une approche plus globale, des sujets qui intègrent notamment la distribution. Rappelez-vous d'un chiffre, la distribution en France des médicaments représente environ 20% du coût des produits de santé pour la sécurité sociale. Il y a là des marges évidentes. Alors, le monde a changé, évidemment. Nous ne vivons pas. Les paramètres ont évolué sur les 10 dernières années et notre système de régulation, y compris financière, peine à s'adapter à l'évidence. Alors, la situation française est complexe. Elle est également fragile à plusieurs égards, avec notamment des pénuries sur des médicaments matures, mais aussi un décalage d'accès aux médicaments innovants avec des pays voisins, malgré le dispositif relativement efficace de l'accès précoce, bien sûr. Et depuis 2 ans, il y a une croissance inédite des dépenses de médicaments et des dispositifs médicaux. Alors, bien sûr, tous les pays comparables à la France doivent gérer les mêmes problématiques, les mêmes questions, mais la spécificité française se distingue par une tradition d'efforts continus sur les prix, et il faut continuer bien sûr, à l'inverse d'une attention plus faible aux pratiques professionnelles, indissociable d'une liberté laissée aux prescripteurs, qui est plus forte qu'ailleurs, plus forte que dans d'autres pays européens que nous avons pu examiner dans le cadre de nos travaux. Par ailleurs, industriellement, la France est vulnérable, nous le savons tous, avec un poids d'intention assez peu connu sur la production de médicaments biologiques. Alors, nous avons besoin de travailler davantage sur les volumes et la pertinence des prescriptions. Le prix étant un levier, il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et effectivement, le sujet du volume et de la pertinence des prescriptions est assez central. Alors, la croissance de l'enveloppe des produits de santé est forte, nous le savons, et elle va le rester au moins pour quelques années sous la pression d'une vague exceptionnelle d'innovation poussée par des biotechnologies et le développement du numérique avec également, on imagine, l'intelligence artificielle qui va révolutionner considérablement la santé de demain. Évidemment, l'inflation est aussi un facteur de hausse. Alors, renforcer la maîtrise des volumes semble maintenant incontournable et peut être outillé par de nombreux leviers, notamment à travers une vraie sensibilisation autour des sujets de sobriété. L'action sur la structure de prescription, comment les médecins prescrivent, pour développer les génériques et les biosimilaires, doit aussi, à ce titre, être amplifiée. Alors, sur les sujets de méthode, euh, les mesures à prendre doivent nécessairement tenir compte de changements assez forts dans les dynamiques industrielles et le fonctionnement des acteurs, puisque les marchés sont de plus en plus mondialisés avec des pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui ont développé leur marché intérieur de manière extrêmement significative, et une France qui se maintient à environ 3% du marché mondial seulement. Et il y a également des objectifs de rentabilité financière très élevés sous la pression des marchés financiers, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le financement des startups qui sont une chance pour le développement des biotech et du numérique, mais qui ont aussi des exigences propres de délai et de coûts. Alors pour progresser, il est important de changer de méthode et de ne pas seulement s'appuyer sur des lois ou des décrets, même si c'est nécessaire, mais nous savons que de nombreux comportements doivent changer pour lutter contre les risques de pénurie, d'antibiorésistance, la iatrogénie, prendre en compte l'impact environnemental, le coût pour la société, l'attractivité de la France, la balance commerciale. Les mesures législatives ne pourront seules permettre un retour à une situation qui concilie tous les objectifs sur les produits de santé. De façon générale, un plan coordonné qui intègre une mobilisation de l'innovation via France 2030 est indispensable pour ne pas voir les coûts dérivés, un allongement des délais administratifs comme réponse indirecte au dérapage et une fermeture des chaînes de production de médicaments matures. Nous ne voulons pas non plus d'une aggravation des problèmes d'accès et nous ne voulons pas non plus que les sujets écologiques soient relégués. Alors, la mission au gouvernement, a proposé au gouvernement une soixantaine de mesures, je vous le disais, 63, euh, pour atteindre plusieurs objectifs. Tout d'abord, pour inscrire les produits de santé qui ont trop souvent été traités de façon isolée dans tous les travaux sur la prévention, la pertinence des soins, des plans de santé publique, la distribution, les plans spécifiques comme grand âge, l'industrialisation, la décarbonation, etc. Aujourd'hui, il existe des plans de santé publique qui ne comportent pas de chapitre sur les produits de santé. C'est assez frappant. Autre objectif, mobiliser dans les prochains mois l'innovation disponible, par exemple avec le potentiel des logiciels d'aide à la prescription, favoriser le développement de produits et services en France. L'innovation doit aussi permettre, par exemple, une mobilisation des données
et des évaluations en vie réelle avec une attention particulière aux produits de la liste en sus. Autre objectif, adapter de nombreuses mesures techniques de régulation, notamment pour mieux prendre en compte les questions de qualité de vie des patients et des approches médico-économiques. Tester de nouvelles approches plus européennes sur les achats de produits très chers, trouver des solutions pour les dispositifs médicaux dépendant de la création d'actes, ou encore porter un effort sérieux sur les délais administratifs. On pense aussi qu'il faut donner de nouveaux objectifs aux achats hospitaliers et on pense que c'est effectivement un enjeu majeur. Autre objectif, j'en ai déjà plusieurs fois parlé, mais intégrer très vite les enjeux environnementaux dans tous les processus, y compris commencer à les introduire dans la négociation de prix, dans la fixation des prix des produits de santé. Autre objectif, développer la recherche en santé publique et en économie de la santé, mais aussi les infrastructures et capacités de traitement des données qui sont indispensables pour mieux optimiser, évaluer, notamment en vie réelle, et agir produit par produit sur la bonne prescription pour le bon patient et au bon prix. Autre objectif, anticiper les prochaines régulations fondées sur les parcours, la qualité, la sécurité des soins avec les fondements développés autour du concept international de value-based healthcare. Enfin, dernier objectif, adapter l'organisation de l'État compte tenu des enjeux, notamment en donnant un rôle plus fort de coordination au comité économique des produits de santé pour éviter le cloisonnement actuel entre les leviers prix, volume, pertinence. Cette nouvelle organisation doit permettre de créer des espaces de dialogue avec les industriels, même s'il en existe déjà, mais ça semble insuffisant, mais aussi les associations de patients, les établissements de soins, les prescripteurs, pour définir et négocier en continu les adaptations nécessaires à l'usage optimum des produits de santé dans les parcours. Au total, la mission considère qu'une mobilisation de tous les acteurs est indispensable. Elle appelle à un New Deal garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé dont ils ont besoin, la durabilité intégrant évidemment les notions de soutenabilité financière, de résilience et d'impact environnemental. Ce New Deal, il suppose des engagements de tous les acteurs, en même temps qu'un travail différencié par pathologie avec des logiques de parcours, l'ensemble intégrant l'innovation, la mobilisation des données, la télésurveillance, les applications au service de la prévention, les réseaux sociaux, etc. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et d'avance toutes mes félicitations aux lauréats du prix Pfizer qui devrait le recevoir à la fin de cette journée. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Magali Léo. Merci beaucoup d'avoir détaillé ces propositions, d'avoir rappelé les enjeux, aussi cette méthode de travail et l'importance donc d'une vision plurielle. Vous avez abordé aussi un certain nombre de sujets qui seront débattus, vous le verrez tout au long de l'après-midi. Donc un très grand merci à vous et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.